Bonjour, je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je vous félicite d'abord parce qu'il est encore tôt, vous êtes là déjà nombreux et ça nous conforte dans l'idée que parler de copropriété au salon Rent, ça n'a pas été si fréquent, on a raison de le faire. Alors il vous a été rappelé l'actualité, elle est très vive et d'ailleurs le propos qui vous a été tenu est déjà un petit peu périmé. La loi Allure, elle est là depuis 2014, presque tous ces décrets sont parus, notamment pour la copropriété. La loi Elan, on l'a depuis la fin de l'année dernière, et l'ordonnance, on l'a aussi. On l'a tellement qu'on ne l'a pas tout à fait comme on voulait qu'elle soit. Bon, vous le savez, mais en tout cas, elle est sortie jeudi dernier. Donc aujourd'hui, on a un arsenal complet. On parlera des deux derniers textes, Elan et ordonnance, pour laquelle le gouvernement, dans la loi Elan, avait été habilité à légiférer par ce moyen-là. On pourra revenir un petit peu sur la loi Allure parce qu'au fond, c'est quand même elle qui a déclenché, je dirais, ce processus de digitalisation obligatoire de la copropriété. Mais on ne parlera pas que de ce qui est obligatoire, on parlera aussi des apports qui sont faits librement par des apporteurs de solutions numériques. Et il y en a beaucoup dans ce salon. Il y en aura deux avec nous. Donc non seulement l'obligatoire, mais aussi ce que l'offre commerciale va apporter ou apporte les gens en copropriété. Pour ce faire, je vais appeler par ordre de taille Jean-Charles Albanesi. Il est le président de la Commission nationale copropriété de la FNAIM. Je le remercie. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est sa seule rétribution. Jean-Charles, évidemment, est aussi syndic à titre professionnel, à la tête d'un cabinet familial. Je vais appeler ensuite sa consoeur, Émilie Jousset. Elle est donc syndic, elle aussi. Elle représente l'autre grande organisation professionnelle de syndic, qui est l'UNIS. Elle est la présidente élue de l'UNIS du Grand Paris. Ça veut dire qu'elle vit sa meilleure période. Elle a été élue, mais elle n'est pas encore en fonction. Voilà. C'est comme ça qu'on dit, présidente élue. Elle prendra ses fonctions au 1er janvier. Donc pour l'instant, elle est beaucoup plus détendue. Elle va nous faire profiter de ses compétences aussi. Je vous ai dit, deux représentants de l'univers des start-up dans l'immobilier et dans la copropriété. Ils sont représentatifs, mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres dans ce salon. Déjà plus, voilà. Aude Hamon qui représente Chouette Copro, elle en est l'une des dirigeantes. Et Édouard Jean Clouet qui représente Meilleur Copro, qui a fait parler d'elle récemment, cette start-up, parce qu'il vient de faire une très belle levée de fonds. On l'en félicite, mais ça veut dire qu'il a reçu un regard favorable des investisseurs et ce n'est pas sans raison. Voilà. Donc ils nous expliqueront aussi l'apport qu'ils font. Si vous voulez bien, et vous pouvez le faire à deux voix, Jean-Charles et Émilie, est-ce qu'on peut commencer, pour être plus précis que je ne l'ai été, par les outils que Allure, Elan et jusqu'à l'ordonnance très récente ont apportés en matière de digitalisation, je dirais, de la copropriété, des pratiques en copropriété. Comment ce qu'il veut, Émilie, Jean-Charles, voilà, vous le faites, faites à deux voix. Et d'ailleurs, non, mais je vous donne ce deuxième micro, moi je vais utiliser ce... Voilà. Merci Henri. Merci Henri. D'abord, on peut faire un petit point d'humour puisque la loi Elan, elle a enfin écrit, donc permis qu'on envoie des appels de fonds par mail, ce qui en 2019 est assez incroyable. Donc évidemment, on le faisait déjà. Ce qui est regrettable, c'est qu'il faut l'accord du copropriétaire. Bon, on l'aura bien évidemment, mais ça paraît dingue que depuis plus de 20 ans qu'on utilise des mails, ça devait être précisé. Mais bon, ça, c'est la loi. Quand on dit on faisait déjà quand même, est-ce que vraiment le législateur n'a fait qu'entériner des pratiques avec... Mais oui, c'est ça qui est regrettable. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la communauté des syndics n'a quand même pas été boostée par ce qui est devenu... on ne peut pas dire que 100% des syndics envoyaient les appels de fonds par mail, bien évidemment. Voilà. Mais bon, moi, à titre personnel, je le faisais déjà. Voilà. On a été aidé par les premières dispositions de la loi Elan qui... imposait, alors c'était dérogatoire, mais qui imposait la mise en place d'un extranet et qui nous permettait de mettre à disposition des copropriétaires un certain nombre d'éléments par voie dématérialisée avec un accès sécurisé. Et effectivement, il n'y avait rien qui
venait concrétiser juridiquement le fait qu'on puisse envoyer les éléments par voie électronique. C'était cette première étape, la loi Allure. Alors, petite nuance, je ne sais pas si elle est importante ou pas, à toi de nous le dire. C'est en fait, me semble-t-il, l'obligation de proposer l'extranet. Aujourd'hui, l'extranet est-il généralisé, c'est-à-dire cette proposition a-t-elle donné lieu à une demande effective des syndicats de copropriétaires, ou est-ce qu'on a deux vitesses? Est-ce qu'il y a des copropriétés qui n'ont rien à faire à l'extranet et donc il n'a pas été mis en place? Alors, je pense effectivement que la profession est en train de s'adapter. Et alors, il y a certains cabinets qui ont pris le pas tout de suite de mettre en ligne un certain nombre d'éléments. Et la loi Elan vient préciser les éléments qui doivent être intégrés dans l'extranet. Ça, c'est le... Mais la loi Allure, au début, excluait les petites copropriétés et les copropriétaires pouvaient voter contre. Ouais, on avait la possibilité, effectivement, voilà, de déroger à ce principe. Et tant qu'on n'avait pas la précision de ce qui devait figurer sur l'extranet, certains se sont dit, moi j'attends que le décret soit rendu pour que je puisse mettre à minima des éléments à disposition. Ça nécessitait dans certains cabinets une adaptation assez importante de la méthode de travail parce que certains n'avaient rien numérisé et il fallait prendre le temps de le faire ou il fallait embaucher pour le faire. Et ceux qui étaient en avance, à contrario, ont profité de ça pour mettre à disposition tous les documents qu'ils avaient déjà numérisés. Et ça devient, à mon sens aujourd'hui, un argument commercial vis-à-vis des copropriétaires qui sont de toute façon très demandeurs. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le voit dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de consommation. Aujourd'hui, le fait de pouvoir disposer chez soi des éléments par voie dématérialisée est quelque chose qui est rentré dans la pratique. Donc, si aujourd'hui on a des cabinets qui ne sont pas encore adaptés à ce genre de choses, il va falloir qu'ils le fassent, à mon sens. Oui, et puis je le trouve assez gentil parce que si l'élan a dû repasser après l'Allure, c'est quand même que pendant 4-5 ans, il ne s'était pas passé grand-chose en matière d'installation des extranets et d'alimentation à l'information. Est-ce que tous ont joué le jeu de cette transparence? Je pense qu'il y avait un cheminement à faire quand même. Exactement, il y a eu un travail de fond, de fait. Et après, il y a l'expérience des cabinets qui avaient choisi de faire une transparence totale et de tout mettre à disposition, qui ont eu un retour des copropriétaires et qui en ont discuté, évidemment. On en discute entre confrères. Et donc, c'est un gain de temps, il ne faut pas se mentir. Le cabinet qui met à disposition, qui prend le temps de tout numériser et de tout transmettre ou de tout mettre à disposition sur l'intranet pour les copropriétaires, il gagne un temps fou. Alors, d'ailleurs, pour rebondir sur le propos de Jean-Charles, Cineval, qui est bien connu dans cette assemblée, je pense, a clairement ajouté dans ses critères de sélection, de choix au profit des copropriétés, l'équipement en extranet. C'est désormais quelque chose que regardent en effet les syndicats ou les conseils syndicaux. Au-delà effectivement de ce que la loi Elan prévoit sur les documents à mettre à minima à disposition des copropriétaires, derrière ça va engendrer un certain nombre de... on a une liste minimale des documents, mais certains mettent déjà à disposition au-delà de ces éléments-là. C'est clair. Et ça va engendrer derrière des mutations encore de certaines parties de notre métier, notamment le paiement en ligne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Alors moi, je ne l'ai pas mis en place dans mon cabinet encore, mais on nous demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut payer nos charges par carte bleue en accédant directement sur le site. Alors moi sur mon site on pouvait payer en ligne, mais c'est un prélèvement en fait. C'est le copropriétaire qui autorise sa banque à être prélevé par la nôtre. Alors intéressant, ça veut dire que je ne me suis pas trompé en disant qu'il y avait l'obligatoire, on est en train d'en faire la liste, et à partir de là, le facultatif, la valeur ajoutée qu'apportent les syndics, éventuellement on va y venir avec l'aide de start-up. Et là, ça devient effectivement un argument commercial. C'est-à-dire que certains ne le font pas, se contentent du minimum, et d'autres mettent à disposition beaucoup plus d'éléments, et ça devient un élément différenciant entre deux cabinets. C'est-à-dire que quand on est sur le jeu de la mise en concurrence du contrat de syndic, on va peut-être pas revenir sur ce point-là particulièrement, qui est assez rébarbatif et complexe peut-être, mais en tout état de cause, aujourd'hui, en matière de mise en concurrence de contrat, enfin, moi je le vois, on nous demande
comment est composé votre extranet. Qu'est-ce que je peux avoir à disposition? Est-ce que je peux avoir plus de services? Est-ce que je peux avoir voilà. Et effectivement, derrière, on a besoin de solutions techniques. Après, c'est un service qui est aussi, qui n'est pas que à la demande du directeur du cabinet, c'est aussi les possibilités que nous offrent nos fournisseurs de logiciels et les startups qui peuvent travailler avec eux. Et c'est vrai que sans eux, on est assez vite bloqué. C'est-à-dire que heureusement que certains courtiers, éditeurs de logiciels comptables, sociétés de ticketing travaillent ensemble et nous permettent de mettre à disposition toutes ces informations-là de façon automatisée auprès de nos clients par notre logiciel. Et Édouard Jean, et puis ensuite on parlera aussi, en faisant un travelling avant, on parlera de la transmission digitale des dossiers entre syndics, ça c'est l'ordonnance, mais pour moi c'est un lot commun. Édouard Jean. Oui, on parle beaucoup de l'intérêt de l'extranet pour les clients finaux, mais il a aussi un intérêt pour les gestionnaires. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment soulever. Aujourd'hui, quand on fait des mises en concurrence de contrats de notre côté et qu'on vient voir un gestionnaire pour prendre les contrats, la plupart du temps, ils ne sont pas dématérialisés pour beaucoup de cabinets. Nous, notre observation du marché, c'est que les grands groupes, aujourd'hui, sont structurés sur la dématérialisation de manière systématique. Et dès qu'on va sur des cabinets traditionnels, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Et du coup, le gestionnaire, quand on lui demande de nous sortir un contrat, il est perdu parce que très souvent, il n'est pas numérisé. Il doit sortir des cartons, il ne sait pas où il est. Parfois même, il ne l'a pas parce qu'une copropriété peut-être a été rentrée il y a 6 mois et il n'a pas fait la vérification de voir s'il avait bien reçu tel ou tel contrat. Donc cette évolution législative, pour moi, elle a eu un attrait. C'est aussi et avant tout pour les gestionnaires, pour les employés en cabinet. Tiens, puisque tu as la main et que tu es un représentant des startups, est-ce qu'il y a un clivage? Tu parlais des grandes enseignes qui avaient pris de l'avance, des autres. Est-ce qu'il y a un clivage censitaire, par l'argent? Est-ce que ces solutions-là coûtent tellement cher qu'effectivement les indépendants souffrent de l'obligation, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Tu connais très bien cet univers-là, il est représenté ici. Est-ce qu'il y a une barrière par l'argent? En fait, ce n'est pas une barrière à l'argent sur combien coûtent ces solutions, parce que finalement, elles sont aujourd'hui intégrées dans les logiciels classiques, donc je veux dire, c'est pas beaucoup plus cher, c'est plutôt le temps de numérisation et la mise en place du process qui implique que les gestionnaires, il faut qu'ils passent un petit peu de temps en fait, pour participer à ce travail-là. D'accord. Et ce temps-là, ils ne l'ont pas. Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'on a fait un gros investissement. Enfin, nous, on représente des indépendants. Donc, moi, mon cas personnel, on a embauché des stagiaires, c'est clair. Donc, ça, c'est du temps. Il faut les former, il faut leur expliquer. C'est un investissement. Voilà, il a été c'est fait. un investissement. Et pareil pour les logiciels. Quand on veut les dernières améliorations de nos fournisseurs d'accès de logiciels, c'est payant. Donc, c'est sûr que c'est plus cher pour un petit cabinet que pour un groupe, c'est certain. Alors, on continue l'énumération des outils apportés par le législateur ou le pouvoir réglementaire. Transmission digitale des dossiers. Là, on en arrive à l'ordonnance. C'est un plus. Comment ça se fait aujourd'hui? On entend que c'est parfois visqueux, qu'on a du mal à obtenir, quand on succède à un syndic, le dossier de la copropriété. Alors en fait, c'est effectivement le cas de l'article 18.2 de la loi de 65 qui régit la transmission des éléments d'un syndic à l'autre. Aujourd'hui, la loi Elan permet d'officialiser la transmission d'éléments par voie informatique et imprimable. Alors, je n'ai plus les termes exacts, mais le principe, c'est ça. Je pense qu'il faudrait peut-être même aller au-delà, parce que transmettre des éléments, que ce soit des contrats d'entretien, éventuellement des factures, ou ces éléments-là par voie dématérialisée, je pense que ça ne pose pas vraiment de difficultés. Tout est informatisé. Avec l'extranet, aujourd'hui, on a une banque de données assez importante. Mais derrière, il faudrait peut-être même aller au-delà. Et on est en train de travailler avec la commission copropriété de la FNAIM sur ce sujet-là, sur la portabilité des extranets, mais également le fait de pouvoir faciliter l'intégration d'un immeuble complet d'un syndic à un autre avec 2 logiciels différents. Et on est en train de travailler avec les SS2I sur ce sujet-là. Parce que ça, c'est notre grand rêve, évidemment. Quand on reprend un immeuble et qu'on est obligé de dire au copropriétaire, il va me falloir 1 mois pour tout ressaisir, et même pour les annexes comptables, il faut 3 ans. On ne ressaisit jamais 3 ans. Donc toutes ces données, elles sont perdues. C'est dommage. Alors qu'on sait très bien que s'ils travaillaient ensemble, on pourrait très bien remettre sur le logiciel du nouveau syndic toute l'antériorité de l'ancien syndic. Et le décret explique également qu'on doit disposer notamment des appels provisionnels sur 2 années. C'est-à-dire que quand on récupère un immeuble d'un syndic précédent, bien évidemment, on n'a pas ces éléments-là et ils ne nous les transmettent pas. Ou s'ils nous les transmettent, il faut les numériser. Et à ce moment-là, il faut les rendre accessibles dans l'extranet du syndic.
En fait, place. le plus compliqué, c'est avant d'être élu syndic, d'aller récupérer sur l'intranet du syndic actuel toutes les données avant d'être élu. Donc c'est un gros travail. Et moi, à titre personnel, j'ai déjà fait des transmissions d'immeubles, parce que oui, il m'est arrivé de perdre des immeubles. Et c'est vrai que quand on remet... Moi, je Ou l'ai de ne fait, plus vouloir de on remet l'immeuble. Ou une de ne clé. plus vouloir de l'immeuble, ça arrive aussi. Voilà, Hein, si bon, voilà. tu veux. uniquement Mais dans quand ces on cas-là, remet une monsieur. clé USB au confrère, c'est pas toujours tout de suite bien perçu. Voilà, il y a encore la volonté d'avoir la pile de dossiers. Ouais. Donc moi j'ai eu des réticences aussi de confrères quand on leur remettait la clé USB. Pourtant on l'ouvre et on vérifie, on check ensemble. Alors, Bon, c'est pas toujours encore. autre sujet, c'est celui de la dématérialisation des assemblées générales. Bon, ça c'est une faculté qui a été apportée par la récente loi. On en est où de ça? Est-ce qu'il y a, moi j'ai entendu beaucoup de... Alors, soit beaucoup de dérision, soit beaucoup de crainte. Je n'ai pas entendu beaucoup d'enthousiasme. On rappelle que c'était fait pour remédier à l'absentéisme, comme d'autres mesures d'ailleurs qui sont intervenues dans l'ordonnance. Votre avis de Le patron premier de cabinet? avis qu'on peut se dire, c'est évidemment que l'absentéisme dans les copropriétés, c'est un mal qu'il faut endiguer. Évidemment que la visioconférence ou assister à distance à l'AG, c'est la meilleure solution. Le problème, c'est techniquement, comment on fait? Donc quel système? En fait, l'idéal, c'est quand même que techniquement, ça marche de façon irréprochable. Or, on ne peut pas, pour l'instant, dire que les connexions Internet de la personne qui est à distance vont fonctionner de la meilleure des manières. Il va falloir que ça s'implémente dans nos logiciels d'AG, de façon à ce qu'on puisse dire un tel, il s'est déconnecté de telle heure à telle heure, donc cette résolution d'AG, il était absent. Tout ça, c'est des petits détails qu'il va falloir voir au cas par cas avec nos fournisseurs de logiciels. Et il y a, effectivement, la loi, l'ordonnance prévoit que tous les incidents de connexion, par exemple, doivent être indiqués au procès-verbal. Ce qui veut dire que si vous êtes en assemblée, je vois des têtes qui font c'est pas possible, ça va être très compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, peut-être que la réticence de la profession, c'est celle-là. C'est le gestionnaire de copropriété, quand il est en assemblée générale, qu'il a tout un tas de choses à gérer. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. Comment est-ce qu'on gère en plus monsieur qui est dans le train et qui se déconnecte? Est-ce qu'il sort de la séance? Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il participe au vote? Est-ce qu'il n'y participe pas? Derrière, le syndic engage sa responsabilité, puisque dans le procès-verbal, il doit l'indiquer. C'est tout un schéma de pensée assez complexe. Maintenant, on a besoin de solutions. Alors, effectivement, on a des gens qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est écrit que c'est financièrement à la charge des copropriétés. Donc, est-ce que les copropriétés vont vouloir payer ce service-là? Ça, c'est aussi un sujet. Alors, Jean-Charles, et puis ensuite, Aude et Édouard Jean, on va passer du côté... Pour terminer juste sur ce sujet-là, effectivement, donc c'est à la charge des copropriétés et bien évidemment, ça doit être voté en assemblée générale pour l'année suivante. Ce qui veut dire que peut-être que l'année suivante, personne ne souhaitera participer à l'assemblée générale par voie dématérialisée et derrière, la copropriété pourrait engager 1000, 2000, je ne sais pas quel est le coût, mais 1000, 2000, 3000 euros pour un immeuble qui peut être, qui peut avoir un niveau d'honoraire de 5000 euros par an. La question va se poser, est-ce qu'il faut utiliser ce système-là pour 2 ou 3000 euros alors que les honoraires du syndic pour une année, c'est 5000 euros? Il suffit d'augmenter les honoraires du syndic pour que la proportion paraisse... C'est ça? C'est peut-être une solution, mais voilà. Encore un point là-dessus, le décompte des voix, Jean-Charles, le décompte des voix, ça a été controversé aussi par la profession. Dans la loi Elan, comment décompte-t-on les voix aujourd'hui? Oui, alors ça c'est pour la question du vote par correspondance. C'est ça. Le vote par correspondance, donc ça vous permet, par un formulaire qui sera donné par décret, ça vous permet de voter à l'avance à l'Assemblée générale et que le syndic enregistre les votes au préalable. La question, c'est celle de qu'est-ce qui se passe quand on a une résolution d'Assemblée générale qui est proposée à l'ordre du jour et que le sens de la résolution évolue au fil des débats. Ça, c'est toute la force de la loi de 65 et de la primauté de l'Assemblée générale sur la prise des décisions, le débat, et faire évoluer les résolutions, faire évoluer le sens de ce qu'on veut prendre comme décision pour la copropriété. Lorsqu'on a quelqu'un qui s'est positionné par correspondance avant le vote de l'Assemblée générale, si le sens de la résolution a substantiellement évolué, alors je ne sais plus si c'est le terme substantiel, mais de manière substantielle, significative, pardon, et pas substantielle, effectivement, c'est un débat là-dessus, significative, s'il a évolué de manière significative, le propriétaire est considéré comme opposant
ce qui lui ouvre le droit à contestation de la décision d'Assemblée générale. Donc, en fait, on peut se positionner par avance, mais si le sens de la résolution évolue de manière significative, celui qui a voté pour la résolution est considéré comme un opposant pour lui permettre de s'opposer, dans le cadre de l'article 42 de la loi, à la décision de l'Assemblée générale. Merci de ces précisions. Aude, un petit mot sur le métier de Chouette CoPro. Déjà, je trouve que vous avez des très beaux noms de start-up parce qu'ils sont optimistes. Hein, la CoPro est chouette, elle peut être meilleure, c'est bien. On parlait tout à l'heure de cette fluidification de l'information, extranet, mais aussi par les autres moyens. Au-delà des obligations, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'apporte Chouette CoPro? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette possibilité de changer l'ambiance aussi dans les copropriétés? Oui, en fait, donc j'entends parler d'extranet, de visioconférence. En fait, moi, mon analyse de ça, c'est que l'extranet, c'est un peu l'innovation d'hier. Hein. Tout le monde est dessus, tout le monde est persuadé que ça fait gagner du temps, qu'il faut y aller, parce que ça permet d'optimiser tout un tas Rapproche un peu le micro, de peut-être. process. Voilà. Pardon. Donc l'extranet, c'est un peu l'innovation d'hier. La visioconférence, c'est un peu l'innovation de demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, on se pose beaucoup de questions, ne serait-ce que techniquement, comment ça peut se passer. Et c'est bien aussi d'imaginer comment ça sera dans 10 ans. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on peut innover aujourd'hui sur les problématiques actuelles des copropriétés et des syndics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, 2 axes qui un peu nous rapprochent Meilleur CoPro et Chouette CoPro. Il y a évidemment la communication au sein des copropriétés, du conseil syndical et de la communication avec le syndic, et puis le montant des charges. Donc comment on fait aujourd'hui pour agir sur ces points qui sont généralement bloquants pour le syndic, qui lui empêchent de rendre un service parfois qu'il aimerait rendre, qu'il peut rendre, et aujourd'hui il est tout à l'heure Émilie le disait, bloqué sur un certain nombre de sujets parce qu'il a besoin d'outils et il a besoin d'accompagnement sur la mutation de son métier. Et donc Chouette CoPro, pour refaire un petit point sur ce que je fais, nous on les accompagne justement sur cette mutation et on pense que pour être un peu corrosif, le poison numéro 1 du syndic, c'est l'email entrant. L'extranet, ça n'a pas résolu ça, la visioconférence, ça ne le résolvera pas non plus. Donc comment on agit sur ces entrants, les appels, les emails, pour permettre au syndic de dégager du temps et faire beaucoup mieux ce qu'il pourrait faire, savoir proposer des services, faire un meilleur suivi, aller plus en profondeur dans les dossiers, faire de la croissance, générer du cross-selling sur ses activités. Voilà, il y a plein d'axes de réflexion pour le syndic aujourd'hui, plein d'opportunités business qui lui sont ouvertes. Et malheureusement aujourd'hui, il est bloqué par tout un tas d'interférences opérationnelles qu'il a du mal à supérer. Concrètement, la solution apportée par Chouette CoPro, depuis combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans, bon. Ça reste récent. Quelle est la perméabilité des syndics eux-mêmes? Quelle est l'adhésion des syndicats de copropriétaires ou des conseils syndicaux? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette appétence à vouloir justement fluidifier l'information, apporter la transparence et voilà, ce que j'appelais créer une autre ambiance aussi? Oui, en fait, que ce soit pour les copropriétés ou pour les syndics, hein, aujourd'hui, la relation client, elle est un peu viciée, elle est un peu pénible pour tout le monde. Voilà, on ne va pas se cacher. Et c'est compliqué pour le syndic à vivre, c'est compliqué pour ses gestionnaires, c'est compliqué pour les assistantes de copro, et c'est compliqué pour les copropriétaires. Donc, comment on va agir sur cette relation pour que demain, ce soit un gisement de valeur, d'opportunités pour chacun, plutôt que quelque chose qui freine les envies de chacun. Donc effectivement, le fait de mettre des outils en place, d'accompagner aussi les équipes dans comment on peut communiquer mieux, plus efficacement, et arrêter de se protéger de son client parce qu'on pense que le client va forcément être un râleur, etc. C'est le cas aujourd'hui parce que on va dire que les planètes sont pas alignées, parce que les outils sont pas en place, parce que les méthodes sont pas les bonnes aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus qu'on va les accompagner. On a un logiciel, effectivement, mais il y a un aspect humain très fort que nous, on ressent quand on déploie notre logiciel au sein des syndics, qui est l'accompagnement des équipes pour faire en sorte d'atteindre en fait, ce que le patron veut pour son syndic. Les promoteurs font quel accueil à cet outil ? Alors, les promoteurs, nous, on travaille avec Hoffman déjà depuis un bout de temps, depuis 2 ans, et avec d'autres promoteurs. En fait, c'est la même problématique de gérer des incidents après la livraison. Donc c'est un peu une problématique de gestionnaire, de suivi d'incidents, de remontée d'informations, de lien avec les prestataires derrière, hein, puisque que ce soit le syndic ou le promoteur, en fait, ils sont même dépendants d'une tierce personne qui est le prestataire technique
qui va résoudre in fine le problème. Et donc l'idée, c'est de relier le promoteur à cette plateforme pour permettre au syndic de relayer efficacement de l'information auprès du promoteur après la livraison, et vice-versa, que le promoteur puisse canaliser les réclamations des occupants via une plateforme et délivrer la bonne information, au lieu de faire en sorte que les clients se dispersent, aillent se répandre sur des blogs et entachent la réputation du promoteur. Édouard Jean, donc deuxième grand sujet d'exigence, c'est la maîtrise des charges ou la réduction des charges. Alors, deux mots sur le métier, le fonctionnement de Meilleur Copro. Oui, donc Meilleur Copro, on travaille, à la base, on a une formule B2C, c'est-à-dire qu'on travaille pour les conseils syndicaux qui nous demandent de remettre en concurrence leurs contrats. Alors on met tous les contrats en concurrence, sauf celui du syndic, juste pour que les choses soient claires. Depuis un an, maintenant, les syndics font appel à nous pour faire leur mise en concurrence de manière groupée sur tous leurs contrats. Donc par exemple, on travaille pour un cabinet, on met en concurrence 100 contrats de maintenance d'ascenseur sur tout son parc. Et à cette occasion, eh bien, on construit un cahier des charges qui est commun pour tous les immeubles, qui est plutôt très élevé d'un point de vue prestation. Et donc le fait qu'on fasse ça de manière groupée, on a des prix plus bas avec un niveau de prestation et de qualité plus élevé. Et donc ça, on le fait, ça prend 0 temps pour le gestionnaire. Et par contre, le gain de temps pour lui, derrière, il est réel, puisque tous ces contrats sont les mêmes après sur son parc. Et pour gérer les incidents, ça va beaucoup plus vite. Alors même question que celle que j'ai adressée à Aude. Réaction de la profession. Au début, j'ai un petit peu de mémoire, les syndics se sont dit, tiens, ça va venir tuiler notre métier, finalement. Bon, c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, j'entends de ta part que les syndics vous intègrent à la chaîne de valeur. Oui. En fait, je pense que les gestionnaires sont très professionnels dans ce qu'ils font et en fait, ils considèrent que tout ce qu'ils font, ça relève de leur champ de compétences. Et quand nous, on a dit on va faire des appels d'offres pour vous, les gestionnaires nous ont dit mais c'est mon travail en fait de faire ces appels d'offres. C'est ça. En fait, la réalité, c'est que vous n'avez pas le temps de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, les contrats qu'on prend en main, ils ont plus de 10 ans. Mais c'est pas parce qu'ils le font pas bien, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et d'ailleurs, quand ils le font, il manque d'outils pour relancer les prestataires pour avoir des cotations. Il manque d'outils pour comparer de manière très claire les contrats qu'ils reçoivent. Et donc tout ça, on leur apporte. Et donc une fois qu'on a fait comprendre aux gestionnaires qu'on n'est pas là pour le disrupter, mais qu'on est plutôt pour lui un back-office, un outil support pour mettre ces contrats en concurrence, à partir de là, les choses se sont complètement débloquées. Et donc aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines de cabinets qui font appel à nous sur les appels d'offres. Il y a des effets de taille. Vous travaillez plutôt avec des gros cabinets qui ont le réflexe d'externaliser peut-être un petit peu plus naturellement, ou avec des cabinets moyens ou artisanaux ou familiaux? Alors, on travaille avec tout type de cabinets, même si notre cible principale, ce sont les cabinets familiaux. Plutôt qui gère au moins 50 lots, parce que quand on travaille sur un cabinet, on a un investissement commercial qui est incompressible. Et donc, on travaille avec des gros indépendants qui font plus de 500 logements. D'accord, parfait. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a parlé des éditeurs de logiciels. J'ai souvent entendu leur procès. Dans cet élan de digitalisation de la copropriété, via les syndics notamment, via les cabinets de gestion. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, de façon très, très neutre? On entendait aussi que vous leur faisiez peur, que les startups finalement étaient à côté des grands éditeurs de logiciels et que vous regardiez un petit peu en chien de faïence. Est-ce que ça s'est amélioré au profit de tout le monde? À mon sens, et après je laisserai la parole, mais pas vraiment, on est face à un oligopole, très clairement, et ces éditeurs de logiciels, en fait, ils sont plutôt réticents à l'entrée de startups qui risquent derrière de pouvoir les disrupter ou pouvoir proposer des solutions alternatives. Donc, pour une startup, c'est compliqué de s'interfacer avec ces éditeurs qui ont plutôt des grosses parts de marché et qui sont réfractaires au changement. Ils préfèrent se poser 2 fois la question avant de développer par eux-mêmes ce que nous, on peut développer. Ils peuvent aussi vous racheter, ils peuvent vous intégrer. Oui, mais ce n'est pas forcément notre objectif, car se faire acheter par un éditeur, c'est se couper tout le reste du marché. Donc, en tout cas, ce n'est pas notre stratégie. Aude? Oui, sur les éditeurs de gestion, il y a un peu de changement quand même. Nous, très concrètement, il y a 3 ans, personne ne nous ouvrait la porte.
Et puis à l'heure actuelle, on est en discussion avec une bonne dizaine d'entre eux, donc les choses évoluent dans le bon sens, mais ça reste lent. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail de leur part de se dire on va se reconcentrer sur nos missions de cœur, la compta, tous les modules on va dire de gestion, et de plutôt partir sur une logique de partenariat avec des startups qui leur permettent de proposer un panel de services à leurs clients et donc d'enrichir leur offre in fine sur tout un tas de solutions qui sont pas où ils n'ont pas vocation à aller en fait par nature. Moi, je trouve que ça, c'est le vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a notre logiciel comptable qui nous a mis un autre logiciel pour faire tout ce qui est demande de devis, passer des OS, compte rendu de visite d'immeubles. On a un troisième outil, puisqu'on a un accès intranet sur les sites de nos courtiers. On a un quatrième outil pour la signature électronique. Franchement, le gestionnaire, il s'en sort pas. Et pour nous, dirigeants de cabinet, c'est pas du tout satisfaisant. Donc c'est vrai que nous, on pousse nos éditeurs de logiciels, mais il faudrait que ça aille plus vite, quoi. Je trouve que la discussion entre les startups et les éditeurs de logiciels, alors il y en a certaines, après je vous laisse la parole, qui en fait poussent leurs infos sur nos logiciels une fois par jour, enfin voilà. Mais ça veut dire quand même que le gestionnaire, il a 4 outils. Aude ? Oui, c'est vrai que ça bouge, les éditeurs s'ouvrent un petit peu, mais c'est vrai que ça devient lent. Et en fait, c'est comme un frein énorme pour la profession, parce que moi, j'ai entendu dire plein de fois des clients, oui, on aimerait telle solution, on aimerait telle solution, on aimerait telle solution, mais on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on est bloqué par notre éditeur. Et je pense que s'il y a un message à faire passer aux instances professionnelles et même aux syndics eux-mêmes, faites pression, dites aux éditeurs qu'il faut aller dans ce sens-là, d'ailleurs, mais c'est bon pour eux aussi en fait, parce qu'il y en a qui le comprennent mieux que d'autres, et donc on verra qui va tirer son épingle du jeu in fine, mais voilà, c'est, je pense, un frein pour nous, un frein pour les syndics, pour les administrateurs de biens, et donc je ne sais pas qui est gagnant dans l'histoire en fait. Voilà. Et c'est un sujet qui ne doit pas intéresser les copropriétaires. Il doit être résolu. C'est pas, le linge sale doit être lavé en famille. Et d'argent. Je suis désolée, mais le copropriétaire qui veut aller sur l'intranet du syndic et qui n'a pas les sinistres, Bien parce sûr. qu'ils sont sur l'intranet du courtier, qui n'a pas les demandes d'OS, les demandes de devis, parce que c'est sur une autre plateforme de ticketing, et qui ne sait pas ce qui a été signé ou les PDF automatiquement, c'est quand même le gestionnaire qui va d'un truc à l'autre coller les PDF d'un système à l'autre. Enfin, c'est archaïque. D'argent. Chez Meilleur Copro, on a construit une plateforme pour que les gestionnaires puissent eux-mêmes faire leurs appels d'offres. Mais la réalité, c'est que c'est très compliqué de s'interfacer avec les logiciels dont on parle. Et donc, effectivement, quand au début on allait voir les gestionnaires et qu'on leur expliquait qu'on avait un nouveau logiciel, une nouvelle plateforme, ils nous ont dit ça fait un outil en plus, nous ça ne nous intéresse pas. Donc pour pallier à ça, on a mis en place une force commerciale physique qui en fait fait le travail, qui va physiquement voir le gestionnaire, qui prend les documents, et c'est notre force commerciale qui utilise cette plateforme pour les gestionnaires. Donc voilà la réalité de la situation pour nos startups, c'est que comme il y a encore une fois cet oligopole, on doit essayer de le contourner d'une manière ou d'une autre. Jean-Charles, deux sujets. Le même d'abord, cantonner la FNAIM, c'est vrai aussi l'UNIS. Vous avez été interpellé, instances professionnelles, elles sont là, éditeurs de logiciels, ils sont un peu plus loin, mais enfin le micro porte. Est-ce qu'on peut effectivement rassembler, vous avez des commissions, des moyens de les rencontrer, les éditeurs de logiciels, ils ne sont pas si nombreux, c'est un univers assez concentré, et faire pression sur eux. Qu'est-ce qui se passe dans le dialogue avec eux ? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez, pour lequel vous battez ? Alors c'est un sujet qu'on a évoqué, on parlait tout à l'heure de la portabilité des extranet, et sur le travail qu'on a fait à la commission copropriété de la FNAIM, c'était effectivement de commencer à travailler sur ce sujet-là, puisqu'on savait que la loi Elan allait l'évoquer. Quand on a convié les éditeurs de logiciels à venir à la fédération pour parler de ce sujet-là, on a déjà eu pas mal de difficultés à les avoir chez nous. On en a rencontré 3, 2 gros, 1 moins gros, et rien que sur la question de la portabilité des extranets, on voit qu'il y a des limites techniques qui font que c'est compliqué pour eux et qu'il va falloir qu'ils s'entendent sur ce sujet-là. Après, sur l'intégration de systèmes qui permettent justement... C'est un vrai argument, ça, je vois Aude. Et c'est vrai que les start-upers, quand on leur dit ceci et cela, c'est très compliqué, ils ont du mal à adhérer. Il y a des vrais freins techniques ou ce sont des arguments derrière lesquels on s'abrite ? Je pense qu'il y a des vrais freins techniques, vous avez raison de le dire. Pour eux, c'est compliqué, mais en fait, à un moment donné, il faut savoir mettre les priorités
là où il faut. Donc c'est aussi un peu facile de s'abriter derrière tout le temps les problèmes techniques. En fait, la technique, en réalité, c'est une question de temps et c'est une question d'argent. De volonté. Et donc de volonté. Donc mais techniquement, c'est faisable. Et c'est très voilà. bien. Donc en fait, c'est pour ça que quand ils répondent ça, c'est frustrant en fait. Parce Alors, que, on voit aussi, là pour le coup pour la Chambre de Paris de la FNIM, que quand on a voulu mettre en place un observatoire des charges, il a fallu créer un protocole particulier pour que tous les logiciels des adhérents de la Chambre de Paris puissent faire quelque chose et collecter les données. Mais il a fallu effectivement travailler d'arrache-pied avec les éditeurs de logiciels parce que c'était... déjà, je pense qu'il y avait un côté psychologique peut-être qui était un peu un frein. Après, la question technique est souvent mise en avant. Et ça s'appelle un investissement. Il faut qu'elle fasse un investissement volontaire. Et c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on est un peu captifs parce qu'aller changer d'éditeur de logiciel tous les 15 jours pour essayer d'avoir celui qui propose le meilleur sujet, la migration d'un logiciel, c'est un enfer pas possible. Déjà, changer de banque, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait. Donc, on a réussi avec le même éditeur de logiciel à mélanger deux bases, donc à mettre une base de données sur l'autre. Donc, en fait, techniquement, c'est possible. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Moi, ça m'est arrivé d'avoir récupéré un immeuble chez un confrère qui a le même logiciel. Je vois pas pourquoi c'est pas possible pour mon éditeur de logiciel qui est le même que le confrère d'aller récupérer les données de l'immeuble. C'est juste une volonté de ne pas faire. Voilà. Jean-Charles et Émilie, tiens, Émilie va commencer puisqu'elle a le micro. Dans les 4 dernières minutes qui nous restent, oui, le temps passe vite. Sur les ressources humaines, ça a été évoqué. Au fond, c'est quand même l'essentiel dans ces métiers de service que vous exercez. Quelle est la capacité à faire? Est-ce qu'il y a une résistance? Alors on va dire qu'il y a le stock et le flux. Le stock, c'est des collaborateurs anciens qui peuvent être marqués par des plus jeunes collaborateurs qui peuvent être digital natives, comme ceux que je contribue à former. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que c'est un problème? Alors, ce n'est pas un problème, ça s'accompagne le changement. Donc c'est une question de management du chef d'entreprise qui va former ses collaborateurs au changement, leur expliquer pourquoi. Et en fait, dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas du tout une question d'âge. C'est une question de la personne qui comprend ce qu'elle a à gagner dans l'histoire, dans le changement. Donc ça marche très bien avec des populations. On peut former un gestionnaire qui a 30 ans d'expérience c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Moi, j'ai eu des soucis avec des plus jeunes et aucun souci avec des plus âgés et inversement. Donc en fait, c'est juste une question de caractère et de volonté d'adhérer au changement. C'est plutôt ça. Et de voir l'intérêt qu'on ait 20 ans ou 50 ans, dans ce changement. C'est mon avis, mais c'est aussi mon expérience. Tu valides ça, puis Jean-Charles donnera son point de vue aussi. Oui, le digital, en fait, parfois, on a, comme disait Édouard Jean tout à l'heure, quand on parle d'un nouveau logiciel, ça les hérisse, les gestionnaires, parce qu'en fait, ils ont déjà plein d'outils, et la technologie au sein des syndics, c'est pas forcément ce qui leur fait le plus de bien. On va dire que les éditeurs, c'est pas forcément les choses, les outils les plus intuitifs, et donc, si vous voulez, il y a... Exactement comme vous dites, Émilie, c'est comment on fait pour engager, et c'est clé ce mot, engager le gestionnaire, l'assistant de corpo, pour lui dire en fait, je ne te vends pas un nouvel outil et je ne te convainc pas qu'il va te faire du bien, je vais t'expliquer et on va voir ce qui te fait pas du bien aujourd'hui, comment on peut le résoudre avec l'outil qu'on a et comment on va accompagner ça. Et donc nous, dans ce qu'on propose, on a évidemment une solution logicielle, mais elle est indissociable de l'accompagnement des équipes derrière pour adhérer et pour engager en fait une démarche différente dans la communication qu'ils ne la font aujourd'hui en fait, parce que si on constate qu'aujourd'hui ça marche pas, comment on pense les choses différemment, et la plupart des gestionnaires qu'on rencontre disent oui, bah moi j'ai des outils aujourd'hui mais je peux pas continuer à travailler comme ça. Ok, alors on part de ce constat là et qu'est-ce qu'on fait alors? Et c'est là où on va les accompagner, on va les engager. Mais si vous mettez juste du digital, c'est vrai, ça bloque. Alors, Édouard Jean, un mot, et celui de la fin sera laissé à Jean-Charles, car il faut un dernier. Oui, je pense qu'il faut effectivement fédérer les gestionnaires autour d'un projet de changement, mais il faut aussi que ça soit porté au niveau de la direction, de manière forte, car les gestionnaires, encore une fois, sont clairement débordés aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a pas une direction qui leur dit ce sujet d'innovation, il est prioritaire, vous lui accordez 1 heure de votre temps dans la semaine, chaque semaine peut-être. C'est comme ça que le changement il va opérer.
on le voit, et moi j'étais très agréablement surpris par un cabinet nantais, Thierry Immobilier pour ne pas le citer, qui a un directeur de l'innovation, et ils investissent eux-mêmes dans des startups, et ils demandent à chacun des gestionnaires de mettre en place ces innovations. Ils sont en permanence en train d'impliquer le gestionnaire dans ce changement. Et aujourd'hui, il y a très peu de cabinets qui ont encore cette culture qui doit être portée au plus haut de la direction. Et donc, c'est vraiment un message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est que ce changement, il passe par des moyens, du temps, qui est demandé par le dirigeant à ses gestionnaires pour mettre en place ces nouveaux outils. Jean-Charles, et ce sera la fin parce qu'on arrive à 11h30, Alors, qui est la limite. J'abonde dans tout ce qui a été dit et je pense de toute façon c'est le sens de l'histoire. Et effectivement, la direction des cabinets doit en prendre la mesure. Et je tiens d'ailleurs à le préciser, alors je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas, mais la fédération, par le biais du FNAIM Lab, que vous connaissez tous les deux, et Daniel Bins, travaille dans ce sens-là pour proposer aux dirigeants des entreprises toutes les solutions qui permettront de faire avancer et d'aller au mieux accompagner la révolution numérique pour nos métiers. Et tu es d'accord pour dire que le management fait tout et qu'il n'y a pas d'effet de génération, d'âge, mais qu'il y a une volonté managériale et stratégique? Je pense que c'est vraiment une question de volonté, effectivement, ce n'est pas une question d'âge. Maintenant, celui qui ne l'aura pas compris, je pense que dans 4 ou 5 ans, on parlait de concurrence tout à l'heure, peut-être qu'il s'en mordra les doigts. Je vous remercie en mon nom, mais je voudrais que l'assistance le fasse si elle est satisfaite de vos prestations. Merci beaucoup.